La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, Yves Bélanger, l'art de l'image, de la méthode Vallée à la transmission. Ce que ça a changé, ce qui est des tournages pellicule versus numérique, c'est en pellicule, encore tu le vois maintenant quand on tourne en pellicule, il y a un côté plus sacré, plus liturgique que j'appelle. Le plateau devient beaucoup plus concentré. Le sérieux de l'absurde, entretien avec Shaun Grenier du Parti Rhinocéros. Mais au moins, il y a une option pour dire, OK, cette personne-là, c'est une personne qui refuse le système. Pour quelconque raison, hein? Moi c'est pour la crise climatique, mais il y a plein de monde qui refuse le système pour d'autres raisons. Mia Lepage brille sur la scène provinciale. Je suis vraiment fière de moi parce que je me suis beaucoup impliquée, beaucoup d'entraînement, puis je suis vraiment fière d'avoir réussi à remporter 4 titres provinciales. Prise de parole. Chante l'air seul, mais bien inspiré. Cette année, il y a eu des imprévus au niveau de d'autres écoles qui allaient participer. Alors, les gens comme moi qui pilotaient ces projets-là dans les écoles, il y en a qui sont tombés malades et tout ça. Écho du Conseil Grande-Rivière, avancement et réaction du Conseil. Le Conseil municipal s'oppose aux démarches de construction DGL visant à faire reconnaître le site de la carrière DGL situé sur la rue Saint-Hilaire comme lieu récepteur de sols contaminés Trans-Québec. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Voici un entretien avec Yves Bélanger, directeur photo, dont le travail marque le cinéma d'ici et d'ailleurs. Cet été, Yves viendra d'ailleurs partager son expertise en donnant une formation à l'école de cinéma d'été du festival Les Perséides à Percé. Au cours de cette discussion, Yves nous plonge au cœur de son métier. Il partage sa perspective sur son rôle essentiel dans la création des images d'un film, évoque son riche parcours qui l'a mené sur des plateaux variés, et aborde l'importance de l'évolution technique et de la transmission de son savoir. Si vous souhaitez apprendre de son savoir-faire, sachez qu'il reste encore des places pour cette formation et que vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Je sais qu'en faisant un peu mes recherches justement sur le métier de directeur photo, j'ai lu une phrase qui résonnait pour moi, qui disait qu'un directeur photo, c'est un peu comme le peintre du film. Et je me demandais, toi, comment tu pourrais nous expliquer un peu ton rôle dans le processus de la création d'un film? C'est qui a dit ça? Est-ce que tu t'en souviens? Non, justement, je l'ai lu il y a fait déjà quelques jours, mais je me souviens plus de qui a dit ça. Non, c'est très prétentieux de dire ça. Non, premièrement, le peintre, si on compare le peintre, la peinture, le peintre, c'est l'auteur de l'œuvre, donc un directeur photo, c'est purement un collaborateur du réalisateur. Et il y en a des centaines, des fois, dans un film. Et donc, moi,
Mon chum André Turpin, il dit que c'est comme le premier violon là, dans un orchestre. Mais moi, je considère vraiment, c'est super simple. Là, dans le fond, un réalisateur, c'est lui qui contrôle tout. Normalement, un bon réalisateur. Et toi, tu es responsable de l'image. Le directeur photo, il est responsable de l'exécution physique du rêve du réalisateur, donc des images. Fait que ça va de liste d'équipements à physiquement opérer la caméra, souvent sur le plateau, et surtout tout faire le lien, les éclairages, puis faire le lien entre les plans. Si tu veux aussi, le directeur photo, on est responsable de créer l'illusion de la continuité, on appelle. Parce qu'un film qui se passe en 2 heures, ça se tourne pendant des mois. Il faut donner l'illusion que tout se passe quelle est ta part, on va dire, au moment du tournage? Parce que je sais qu'on fait aussi beaucoup de travail en post-production, des fois aussi, où on va continuer à travailler l'image. Est-ce que toi, tu joues aussi dans ce... T'es au moment du tournage, mais t'es aussi dans l'après, au moment du montage? On est beaucoup dans le avant. Comme là, présentement, là, je prépare un film qui ne sera pas tourné avant le mois de juin. Donc, ça veut dire collaborer avec tout le monde, avec les personnes qui vont faire le décor, avec les personnes qui vont faire les costumes, les maquillages et tout. C'est penser déjà de se créer un langage commun puis d'être dans la même direction. Et après ça, normalement, quand on tourne dans les effets spéciaux, on les voit en préparation. Ils sont là sur le tournage, mais après ça, il faut leur faire confiance. Souvent, moi, je suis sur un autre projet. Je vais aller peut-être à la fin, comment dire, tu fais approuver le résultat final. Mais donc, c'est vraiment ça. Tu as un réalisateur, puis tu as plein de petites fourmis autour d'eux qui sont là qui ont chacun leur département, puis qu'il faut qu'ils soient au même endroit pour créer le rêve du réalisateur. Puis justement, dans ta carrière, est-ce qu'il y a des styles, parce que je regardais un peu la filmographie sur laquelle tu as travaillé, puis il y a des films justement où on est on retourne dans le passé, on est dans des époques qui sont pas celles d'aujourd'hui, puis la façon de travailler, les couleurs, tout ça sont très différentes qu'un film que tu ferais peut-être aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des styles, toi, dont tu as des préférences sur lesquels travailler, ou c'est vraiment que tu y vas un peu avec c'est ça, comme tu disais, avec le réalisateur, comment ça se passe? Oui, mais le style d'un film vient du scénario. Puis du scénario, mais là, c'est sûr, tu as une époque à respecter, mais tu as l'atmosphère, tu as tout. Fait que normalement, un directeur photo n'a pas un style précis, parce qu'il doit être différent pour chaque... C'est le scénario qui dicte tout. Alors, c'est comme si un acteur elle jouait toujours pareil, là, tu peux pas... Fait que la seule chose, on a des petits, c'est sûr que j'ai des sensibilités, là, comme j'ai tendance, mais à mon âge qui commence à être avancé, je commence à essayer de moins le faire, ou essayer des choses différentes. Mais moi, j'ai de tendance, mon éclairage vient toujours d'un endroit réel. Parce que, tu sais, il y a un type d'éclairage cinéma qui peut être très esthétique ou très onirique, que quand tu regardes ça, tu te dis, mais d'où vient la lumière? Moi, même si je veux ça beau, normalement, s'il y a une fenêtre, s'il y a une lampe d'allumée, ça risque de venir de cet endroit-là. Tu comprends la lumière principale. Fait que on pourrait dire que je suis réaliste. Mais en même temps, j'aime ça faire de la poésie rétro. Là, dans Brooklyn, j'étais allé... Brooklyn, j'ai fait ça en 2 films de Jean-Marc Vallée, puis ça n'a aucun rapport, le visuel, parce que c'était ça que je pense que le scénario demandait. Une espèce de nostalgie, puis aussi, ça se passait dans les années 50. Fait que je m'étais imaginé comment quelqu'un aurait éclairé ça dans les années 50. Puis justement, tu parlais de... Subjectif, ces choses. Oui. Tu parlais on n'est pas vieux, mais on a quand même connu, tu sais, quand on était à l'époque surtout du monde de la pellicule analogique, tout ça. Aujourd'hui, je sais qu'il y a de plus en plus de films qui se tournent. Il y en a qui gardent encore aussi la pellicule, mais il y en a qui travaillent beaucoup en numérique. Est-ce que toi, tu as dû adapter ton travail, ou on va dire qu'au niveau de l'atmosphère et de l'éclairage, que ce soit d'une technologie ou d'une autre, ça reste un peu le même travail? Pour moi, oui. Ce qui change, le résultat final, même à la limite, certaines personnalités comme moi, je pense que ça nous a rendu plus audacieux. Parce qu'on voit vraiment... En pellicule, il fallait toujours que tu extrapoles, que tu imagines. Puis après ça, en pellicule, il y avait des intermédiaires qui faisaient qu'il pouvait arriver des... C'était fragile, la pellicule. Fait qu'il pouvait arriver des problèmes au lab, des choses comme ça. Puis après ça, les intermédiaires pouvaient détériorer un peu l'image.
Maintenant, en numérique, tu vois ce que tu vois dans ton moniteur sur le plateau, tu sais que ça va être ça dans la salle ou dans la télé que la personne va regarder plus tard. Alors, moi, en tout cas, ça m'a rendu plus audacieux parce que je le vois. Il y en a que ça rend plus straight parce qu'ils voient, justement, ils sont là, ils prennent plus de chance. Mais ce que ça a changé, les tournages pellicule versus numérique, c'est en pellicule, encore tu le vois maintenant quand on tourne en pellicule, il y a un côté plus sacré, plus liturgique que j'appelle. Le plateau devient beaucoup plus concentré, presque sacré parce que la caméra, ça devient si mystérieux, puis la pellicule demande un peu plus d'amour, c'est très difficile à expliquer, un peu plus de rigueur que le numérique. Alors, ça change surtout l'atmosphère sur le plateau, je trouve, le pellicule versus. Mais le résultat, non. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça. Je voulais te questionner aussi un peu sur les différences un petit peu, parce que je sais que tu as commencé, ton parcours a commencé au Québec. C'est quoi, il y a eu un pont à un moment donné qui fait que tu t'es retrouvé, tu as travaillé avec des grands réalisateurs comme Jean-Marc Vallée, et puis après tu te retrouves avec Clint Eastwood par exemple, et d'autres dans un volet plus international. C'est quoi qui a fait que tu te retrouves de là à là? Puis si tu voulais un peu nous partager un peu des différences qu'il y a, que t'as rencontrées de ces univers peut-être plus internationaux Hollywood et peut-être plus de cinéma québécois. OK. Ben, comment je pourrais commencer? Dans mon histoire personnelle, pourquoi je me suis retrouvé aux États-Unis, c'est quelque chose que je n'avais jamais rêvé. C'est quelque chose qui est arrivé. Comme moi je dis souvent, les Américains, ils ne viennent pas te chercher. Ça arrive. En plus, c'est deux choses qui paraissent se lier, mais qui ne sont pas du tout liées. Ma carrière américaine avec Jean-Marc, c'est purement parce que Jean-Marc a eu des ouvertures aux États-Unis et qui a dit « je viens avec ce gars-là ». Donc, il m'a imposé dès le début, dès son premier film américain, on n'avait pas d'argent et tout. Alors ça m'a permis de rentrer dans le syndicat américain, de régler toutes les choses techniques, permis de travail et tout. Et ça a intéressé d'autres réalisateurs qui m'ont appelé, américains. Mais Clint Eastwood, c'est complètement autre chose. Clint Eastwood, c'est purement une autre chance, parce que je considère que c'est une chance que Jean-Marc m'ait choisi cette fois-là en 2012. J'avais un copain à Concordia dans les années 80 quand j'étais un Montréalais, là, un bon vieux Italien de NDG, qu'on était devenus copains, puis on avait toujours... Lui, il avait déménagé à Vancouver pour devenir caméra operator, qu'il appelle en anglais, cadreur, puis il était très spécialisé dans la Steadicam, là, que tout le monde connaît maintenant. Et le directeur photo de Clint Eastwood est allé tourner à Vancouver et tombé en amour avec lui, et lui s'est retrouvé, petit Montréalais de Concordia, à 34 ans, d'être le cadreur de Clint Eastwood. Donc, depuis 1994, il est le cadreur de Clint Eastwood. Et quand Clint Eastwood a changé de directeur photo, là, en 2018, il a juste dit « Hey, qu'est-ce que t'en penses si on essaierait mon chum Yves? » Parce que j'avais fait la photo d'un film que Steve, il s'appelle Steve Campagnelli, avait réalisé. Et Clint est un bon fan aussi de Brooklyn. Fait qu'il disait « Qu'est-ce que t'en penses si on prend Yves qui a fait Brooklyn, puis... Indian, pas Indian, comment ça s'appelle? En tout cas, son film qu'il a réalisé. Je crois, Indian Crossing. Ouais. Et Clint qui a juste dit OK. Fait qu'après ça, les avocats s'organisent pour avoir ton permis de travail. Fait que c'est toujours. Mais je pense que ma génération, on est la première qui s'est décomplexisée. Parce que nos grands maîtres, là, moi, mes idoles de jeunesse, là, Denis Arcand, Jean-Claude Lauzon, même Michel Brault a fait 1 ou 2 films américains comme directeur photo. Là-bas, là, carrément, Pierre Mignot a fait plein... mais surtout les réalisateurs, il y avait c'était pas une gêne ou un complexe d'infériorité, mais je sais pas si c'était une petite feinte de nationalisme, mais tous ces réalisateurs-là, ils ont refusé d'aller aux États-Unis, alors que ma génération n'était pas... Jean-Marc non plus, je pense pas qu'il rêvait de faire des films américains, il a juste eu l'opportunité. Denis, peut-être un peu, mais tu sais, puis on dirait aussi que parallèlement, le cinéma est rendu de plus en plus quelque chose d'universel. Tu sais, les Américains ils ont bâti des studios Hollywood ils ont volé entre guillemets, les talents de partout. Ils ont bénéficié beaucoup là, de ça. Puis on dirait qu'ils sont très ouverts. Là. Fait que souvent, même à Hollywood, quand tu travailles, le réalisateur est souvent d'origine britannique, australienne. Là, comme là, je travaille sur un Netflix, mais le réalisateur, il est du Danemark. Alors, je pense que c'est vraiment un concours de circonstances puis de la chance. Tu sais, il y avait le bon... C'est géopolitique et un peu de chance. Oui, hein?
Est-ce que tu as des différences, y a-t-il des différences majeures ou des ambiances dans lesquelles tu es plus à l'aise dans tous ces univers-là? Non, non, non. Moi, je tourne un film de Clint, c'est pareil comme tourner un film de mon chum au Québec. Tu sais, c'est juste plus gros. C'est juste plus de temps, plus d'argent. Tu es payé plus cher. C'est comme tu sais, les acteurs, mes vedettes là, américaines avec qui je tourne, ils sont pareils comme mes actrices puis mes acteurs québécois. Ils ont juste des plus grosses maisons. Puis ils ont des assistants, puis ils ont des nannies, puis ils ont ci, puis ils ont ça. Mais sinon, c'est des gens qui aiment le cinéma, qui sont là pour raconter l'histoire, puis qui sont... Ça, c'est des passionnés. Puis des gens qui travaillent fort. Mais moi, c'est sûr que moi, j'adore être au Québec. Je suis jamais déménagé, d'ailleurs. Mais je trouve ça frustrant de tourner des films québécois, c'est sûr, parce que toujours être obligé de dire non au réalisateur parce qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais les êtres avec qui on travaille, là, les acteurs, les techniciens, au Québec, c'est les meilleurs, puis c'est la famille. Fait que moi, je me suis fait une famille aux États-Unis, fait que j'aime mieux tourner là-bas parce qu'au moins, je peux faire ce que je veux. Tu sais, je peux atteindre mes rêves ou mes objectifs, mais c'est ça. C'est juste ça. C'est juste qu'on a plus de temps et d'argent. Bon, ben on en vient à Percé maintenant, la formation. J'ai une question par rapport à la transmission du savoir. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que là, tu t'en viens cet été pour donner une formation justement à Percé. Déjà, peut-être avant, c'est quoi ta relation avec Percé, la Gaspésie? Toi? Moi, ma relation, Percé, je connais bien parce que j'ai une copine à Gaspé et fait que j'y allais souvent. Enfant, je ne suis pas allé souvent, mais je connais bien la Gaspésie. Ouais. Disons, les 5 dernières années, là, j'étais là au moins une fois par mois. Et fait que c'est vraiment... C'est un endroit que j'adore. Puis les Perséides aussi, j'ai été 2 saisons, je pense. Et là, pour toi, justement, le fait de transmettre tes connaissances à une autre génération ou à d'autres, à peut-être un relais comme ça, pour toi, qu'est-ce que ça représente pour toi? Oh, moi, je pense... Moi, je me perçois de plus en plus qu'on n'est pas immortel. Et moi, j'aimerais beaucoup, surtout que depuis que Jean-Marc est parti, j'aimerais vraiment transmettre sa méthode parce que je pense qu'elle peut vraiment être utile, surtout pour les gens, les jeunes là, qui sont libres et qui veulent refaire le monde. Puis ça, avant que je meure, moi, je veux vraiment je pense que c'était vraiment intéressant comment il y avait... Qu'est-ce qu'on avait... À la fin, là, c'était vachement efficace. Et aussi, je veux en même temps leur montrer les vieilles méthodes. Ça peut arriver encore maintenant, là, de nos jours, là, le noir et blanc. Moi, j'ai connu comme spectateur le passage du noir et blanc à la couleur. Je ne l'ai pas connu comme directeur photo, mais c'était un gros changement. Le noir et blanc à la couleur. Fait que si jamais, moi, je veux que les jeunes puissent, si jamais ils se font offrir dans 5 ans, dans 10 ans, je veux qu'on fasse exactement comme un film noir des années 40, des grands studios. Je veux qu'ils puissent. C'est sûr que tu le regardes le film, tu le vois, mais je veux leur montrer c'est quoi le type de spot. C'est pas les mêmes équipements, c'est pas la même pensée. Le noir et blanc et la couleur, là, surtout à cette époque-là, c'est pas. Maintenant, tu pourrais faire un film noir et blanc avec un éclairage moderne, mais à l'époque, eux autres, ils pensaient tout à la 3e dimension, ils recréaient. C'était complexe. Puis c'était magique aussi un peu. Qu'est-ce qui est beau que le noir et blanc, c'est que tu filmes n'importe quoi, ça devient magique. Parce qu'il y a une interprétation de la couleur, mais ça a tendance à être naturaliste. C'est ça. Ce que je comprends, c'est que pour toi, ça c'est important, parce que oui, la technologie vraiment prend une direction qui est quand même assez... Moi, la technologie, c'est ce qui est très dangereux de nos jours, c'est quand on a les budgets où les films sont... L'argent va aux mêmes endroits, sont tous les mêmes budgets, nonobstant du scénario. Puis des fois, il y a des films qui devraient être tournés autrement, avec l'argent ailleurs, avec l'équipement. Il faut juste... L'économie, des fois, peut même influencer l'esthétique. Ça, c'est dangereux. Il faut être capable d'être libre et être capable de tout pouvoir faire. C'est ça qui est le fun. Mais la méthode Jean-Marc, c'était vraiment... Pour tout le monde, pour les acteurs, c'était très libéral. C'est juste que ça demande presque à réorganiser. Il faut que tu repartes de zéro, presque. Il faut presque que tu repartes du cinématographe, de l'invention du cinéma. Et là, parce qu'il y a plein de d'habitudes qu'on a pris en cinéma industriel qu'on n'a pas nécessairement besoin.
Mais tu m'intrigues un peu en disant la méthode, Jean-Marc, parce que justement, je sais pas si c'est ça que tu vas parler un peu de ça, j'imagine, dans ta formation, mais Oui. qu'est-ce que tu veux dire par la méthode? Juste le fait que Jean-Marc, pour des raisons là, de liberté de création puis de liberté d'acteur, il m'empêchait d'éclairer, de mettre des spots de cinéma, mais ça t'oblige tout à repenser ton esthétique puis la façon que... Comment rendre l'image intéressante. Fait que souvent, moi, ce qui était bien général, je peux te le dire vite, mais je me suis aperçu, pour que ça fonctionne, moi, au lieu, parce que c'était impossible de rajouter, donc je me suis mis à soustraire. Mais ça, les directeurs photo, ils apprennent l'éducation classique d'un directeur photo, c'est tu repars à zéro, puis tu refais tout. Là, puis, alors que là, avec cette méthode-là, c'était le contraire. Je pars de la réalité, puis j'en enlève, pour arriver à quelque chose de pur, puis quelque chose d'intéressant. Ça veut dire fermer des fenêtres, ça veut dire mettre des tissus noirs. C'était très étrange. Cacher le côté caché d'une ampoule électrique, mais tu mets quelque chose pour pas que cette lumière-là pisse partout, comme on dit, parce que justement, quand tu travailles en basse lumière, là, sans éclairage artificiel, là, comme on peut maintenant avec les caméras numériques, mais le moindre, une bougie peut devenir avoir l'air d'un soleil. Fait il y a ça, il y a justement le côté que les acteurs sont rois, le côté que... Fait qu'il faut que tu parles au maquillage, coiffure, arrêter de les retoucher tout le temps. Ça demande beaucoup moins de monde sur le plateau, donc la concentration est là. Plein de choses là, qu'on pense même pas. Mais c'est ça. Est-ce que comment tu tournes? Ouais. Comme un film est tourné, produit, organisé, ça influence l'esthétique. Et là, justement, concernant la formation à percer, je me demandais, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu es souvent amené à faire ou on te propose souvent à transmettre comme ça de la connaissance ou à oui, j'en fais un ou deux, plusieurs fois par année, puis à plein d'endroits. J'en ai même fait à Londres. Mais je vais au moins une fois par année à Concordia, à l'Université de Montréal, même l'UQAM. L'UQAM, ça fait un petit bout. Mais ça, c'est... Puis moi, je veux même montrer à un caméraman qui est seul comment il peut faire des choses différentes aussi. Tu sais, comme quand... Si un caméraman qui fait tout, puis qui fait des entrevues, mais comment rendre ça super beau, puis... mais tu sais, des fois, il faut prendre des risques. Tu sais, des fois, comme... C'est drôle, je lisais... Non, j'entendais un témoignage donner un exemple. Quand tu fais des films entre amis, puis des petits budgets, souvent tu prends des chances, qu'on appelle, comme directeur photo. Puis c'est là que tu fais sûrement tes plus belles images. Mais quand tu tombes sur un gros film, souvent on est là, puis là on a trop d'équipement, puis là on fait tout on se back, on appelle, parce qu'on a trop peur d'être pris, je sais pas moi, en défaut, des choses comme ça. Puis le monsieur, il témoignait que quand Darius Khondji, c'est un grand directeur photo français qui était il était mondialement connu grâce à Seven. Puis après, Seven, c'est quand même un film qui avait un budget confortable, mais qui était quand même fait là, avec un réalisateur très, très visuel et tout. Fait qu'il a vraiment pu faire tout ce qu'il pensait qu'est-ce qu'il rêvait comme photo pour ce film-là. Mais anyway, il s'est retrouvé à faire Evita pour Alan Parker, qui était une grosse comédie musicale, gros budget avec Madonna et tout. Et la première journée de tournage, les autres, ils avaient super peur d'attendre après l'éclairage parce que c'était un directeur photo vedette et tout. Il est arrivé, puis après une demi-heure, il était prêt. Et le réalisateur était comme super heureux parce qu'il est allé à la location, il tournait, puis tout ce qu'il avait demandé, c'est qu'il faut qu'on tourne je sais pas moi, de 5 heures à 7 heures. Là. Lui, il avait calculé le nombre de pages qu'il y avait. OK, ça, je peux tourner ça en 2 heures facilement. Puis il avait calculé que le soleil allait être parfait pendant 2 heures et demie, donc de 5 heures à 7 heures et demie. Fait que techniquement, j'ai le temps de tourner la scène. Fait qu'il a tourné à la lumière naturelle. Mais il a pris la chance, tu comprends? Mais s'il avait peut-être été un peu peureux, il aurait juste bloqué le soleil, puis il aurait mis des gros spots, puis ça n'aurait jamais été aussi beau. Fait que moi, c'est ça que j'essaye que je veux donner aux jeunes générations, c'est de prendre des chances, des fois. C'est juste un film. Puis tant qu'il n'y a pas de mort, là, on va te rappeler.
Mais là, justement, pour terminer là-dessus sur ce sujet, il y a ici, là, dans le coin de Gaspé, puis de Percé, il y a beaucoup de mes collègues de travail aussi, puis qui sont intéressés à vouloir suivre aussi cette formation. Puis nous, des fois, dans notre métier, on est amené, tu parlais beaucoup tantôt de petits budgets, tout ça. Des fois, le caméraman lui-même, le cadreur va devoir peut-être se retrouver à faire aussi la direction photo et tout ça. Donc, moi aussi. ouais, donc c'est ça. Et je me dis, qu'est-ce que tu pourrais enfin, dire un peu à ceux qui seraient un peu peut-être hésitants à prendre le dire, ben pourquoi l'importance de se former des fois justement dans ce type de, même si c'est pas notre première approche, souvent on est amené à faire plus de caméras, mais des fois un peu moins de direction photo. Toi, comment de fait d'inclure tout ça dans une boîte à outils, même si on n'est pas des grosses équipes en fait. Oui, mais moi je pense que je fasse un petit film, que je sois en train de filmer une entrevue ou un gros film américain, c'est toujours, faut observer la lumière du jour, la lumière naturelle. Puis tranquillement, tu te fais une petite boîte à outils où tu as des instruments pour pouvoir les contrôler, la lumière naturelle ou la recréer. Mais il faut toujours que tu vois ça d'un côté. Si je suis dans un gros film américain, je sais que je peux recréer le soleil relativement facilement. Mais si je suis dans une petite entrevue en Gaspésie et tout, ben là, je vais peut-être plus soit diriger où on va se placer, le sujet où on va le mettre. Après ça, tu prends des choses que tu peux contrôler, là. Un rideau, une toile, un velours noir, juste pour essayer de modeler ça un peu. Mais en même temps, surtout quand tu fais une entrevue, il faut que la personne soit bien. Là. Fait que là, tu choisis, est-ce que je vais être près d'elle avec la caméra? Est-ce que je vais être loin d'elle avec un téléobjectif? Mais ça prend la moitié d'une vie. Là. C'est d'observer, puis après ça, de trouver des petits outils pour pouvoir les recréer. Il y a deux sortes il y a la lumière dure et la lumière réfléchie, là, grosso modo. Après ça, tu as une lumière chaude puis tu as une lumière froide. Puis, entre les deux, il y a tout... entre ces quatre choses-là, tu peux faire plein de choses, plein de combinaisons. Et vous allez mettre tout ça en pratique, j'imagine, cet été. Oui, c'est en filmant qu'on devient filmeron. Ça, c'est Agnès Varda. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps, Yves. Et puis, on va sûrement se croiser. Puis, en tout cas, c'est super que tu aies l'occasion de venir donner cette formation-là justement pour les gens de la place. Oui. Ici, notre site Internet. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Nous discutons avec Sean Grenier, candidat du parti Rhinocéros aux élections fédérales. Ce parti, connu pour son approche satirique de la politique canadienne, mêle humour et réflexion pour questionner les fondements de notre système démocratique. Dans cette entrevue, Sean Grenier partage son parcours atypique, ses motivations profondes et sa vision critique du paysage politique actuel. Il aborde des sujets sérieux tels que la crise climatique, le désenchantement des électeurs et les limites du système capitaliste, tout en conservant l'esprit ludique propre au parti Rhinocéros. Oui, la campagne dépasse
toutes les attentes que j'aurais pu avoir là. Mais c'est sûr que je suis rentré dans la campagne avec des attentes plutôt basses, parce que je suis rentré dans la campagne avec un peu à la blague, hein, un peu. Je voulais vivre l'expérience, je voulais faire rire, je voulais me faire rire. Plus précisément, je veux me faire rire à moi parce que puis jusqu'à maintenant, je réussis parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Mais là, c'était en faisant la campagne, en parlant aux gens, puis là, on vient de finir le débat, puis là, recevoir des messages de personnes qui ont vu le débat, puis qui disent, Hey, même si tu faisais des blagues, c'est toi qui faisais le plus de sens. C'est vraiment touchant. Puis je me suis rendu compte qu'il y a vraiment comme une place pour le Parti Rhinocéros dans la campagne électorale, malgré que certaines personnes croient que cette place-là n'est pas vraiment légitime. Euh, ben, je peux parler du Parti Rhinocéros, là. En fait, Oui, bah oui. c'est un parti qui a commencé, en fait, qui a été fondé dans les années 60 par surtout des artistes pour un peu contester tout le système électoral politique, surtout fédéral. Très souvent, là, les gens qui étaient le Parti Rhinocéros, c'était des souverainistes qui voulaient juste dénoncer le fait qu'il y avait un parlement à Ottawa, puis ils disaient ça n'a pas de bon sens, nous autres on est au Québec, pas besoin de parlement à Ottawa. Et puis, bon, avec le temps, le Parti Rhinocéros, il a évolué. Il y a eu beaucoup, bon, c'est sûr, c'est beaucoup de blagues, c'est un parti satirique, mais il y a eu des candidats quand même assez très sérieux, là, même si eux aussi faisaient des blagues, mais comme dans la pointure de Michel Chartrand, le syndicaliste, ou Raoul Duguay, le chanteur, Michel Rivard. Il y avait du monde puis ah oui, Gaston Miron, un poète. Donc, c'est des gens engagés, des gens qui ont quand même un propos sur la société. Tu sais, c'est pas un cynisme sans objectif. C'est un cynisme, mais avec un objectif, l'objectif de faire questionner c'est quoi, en fait, notre rapport à la politique, puis notre rapport aux politiciens particulièrement. Donc, je me suis engagé là-dedans. Puis là, en faisant ma campagne, en parlant aux gens, en entendant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment vraiment un but, puis que il y a beaucoup, il y a un ras-le-bol dans beaucoup des gens, surtout en Gaspésie, par rapport à la politique. Puis, je suis vraiment content de pouvoir donner une voix aux gens qui se sentent pas écoutés et qui se sentent insatisfaits avec la politique fédérale. Est-ce que tu veux dire il y a de plus en plus de monde comme ça qui est dans ce que tu dis, ras-le-bol, et qui souhaiterait, je sais pas, laisser place à autre chose? C'est une bonne question. Si plus en plus de personnes, ben en fait, euh, j'ai, je pense que chez les jeunes, il y en a de plus en plus de personnes qui se sentent insatisfaits parce que les jeunes, surtout avec la crise climatique, ça c'est un enjeu pour moi qui était vraiment important puis qui l'est encore. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis engagé politiquement. Beaucoup de jeunes se disent, ouais, mais peu importe pour qui qu'on va voter en termes de crise climatique on n'aura jamais des solutions concrètes. Ça va toujours être des plasters, ça va toujours être des réformes, alors que on s'attaque pas à la source du problème de la crise climatique, qui est notre système en soi. Un système qui est fait pour consommer, 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 un système qui est là pour produire, en fait, un système qui a pas d'abord et avant tout l'intérêt du profit, l'intérêt du cash, plutôt que l'intérêt de la survie la survie de la planète. Je pense que ces deux intérêts-là, faire beaucoup, beaucoup de profit, puis garder la planète saine sont des intérêts qui sont antagoniques. Puis en ce moment, faire de l'argent, faire du profit, euh, produire des trucs, construire un oléoduc, un pipeline, tout ça, ça va toujours avoir plus de poids que la planète pour des politiciens qui, très, très, très souvent, travaillent pour l'intérêt économique du pays, ce qui veut souvent dire l'intérêt économique d'une petite classe de- une petite classe ben de, une élite, là, une élite économique et politique. Donc, je pense que les jeunes deviennent de plus en plus cyniques par rapport à la politique, justement parce que notre futur n'est pas garanti par le système politique qui est lié au système capitaliste. Mais en parlant avec des personnes plus âgées, parce on sait très bien, en Gaspésie, on parle, il y a beaucoup, la proportion de personnes âgées est beaucoup plus grande. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un cynisme chez les personnes âgées.
en parlant avec eux, on me dit, Sean, ça fait 40 ans que je vote. Ça fait 10 élections que je vote, puis j'ai toujours voté pour la personne que je pensais qui allait faire le meilleur changement ou la meilleure job au Parlement. Et puis ces personnes-là disent en même temps, malgré ça, malgré que j'ai toujours voté pour la meilleure personne, on dirait que les choses ne se sont pas améliorées. Je suis déçu d'où ce qu'on en est maintenant en Gaspésie. Je m'inquiète pour le futur de mes enfants, encore plus pour le futur de mes petits-enfants. Mes petits-enfants, ils ont de la difficulté à acheter une maison. Là, avec tout ce qui se passe dans le monde, j'ai l'impression qu'il y a plus de stabilité pour eux. Puis surtout, ils auront pas de futur avec la crise climatique. Fait qu'il y a un désillusionnement par rapport au pouvoir du système politique à régler nos problèmes, autant chez les jeunes que chez les personnes âgées. Puis oui, je pense que pour répondre à ta question, finalement, après une réponse de 5 minutes, puis à un moment donné, je vais faire des blagues, là, je te le promets, là. Mais après 5 minutes, j'ai l'impression que, après 5 minutes, excuse-moi, après avoir discuté avec tout le monde, j'ai l'impression que surtout à cause de la crise climatique, oui, il y a un effet grandissant de cynisme ou de manque de confiance en la politique. Hmm. Mais est-ce que quand t'as un parti qui est comme un peu plus satirique, comme tu dis, comme pour dénoncer ou montrer un peu peut-être le ridicule de la situation, comment est-ce que, admettons, euh, un candidat du parti Rhinocéros est élu ou pourrait être élu, quelle pourrait être la forme? Parce que dans le fond, à un moment donné, il va falloir reprendre un rôle pour peut-être aussi contribuer au bien-être de la société. Puis comment est-ce que tu peux porter ces chapeaux-là comme tu dis, on peut faire des blagues, on peut être dans l'humour, mais en même temps, effectivement, ça dénonce. Puis beaucoup d'humoristes font ça aussi de nos jours. Et ça permet justement de, des fois, lâcher un peu la pression, mais de montrer un peu, de pointer du doigt avec le ridicule. Mais toi, là-dedans, comment tu te situes entre, effectivement, on fait des fois, faut être un peu, faut dénoncer, on est dans le sérieux, on fait des blagues. Et, puis admettons, tu serais élu, là, tu porterais ça comment? Euh, bon, personnellement, pour être très honnête, je suis sûrement un des seuls politiciens qui n'a pas comme objectif d'être élu. Euh, Puis un peu, mon engagement avec le Parti Rhinocéros, c'est justement de ne pas être élu. C'est vraiment un parti de contestation, c'est pas un parti qui est censé être au pouvoir. Dans l'histoire du Parti Rhinocéros, le député ou le candidat à avoir eu le plus de votes, là, c'était à 7,4%. Et puis, depuis 2006, depuis la refondation du Parti Rhinocéros, le plus de votes qu'un candidat a eu, c'était 1,6%, je pense. Donc, on n'est vraiment pas dans la perspective où ce que on va devenir député, puis on veut pas devenir député, parce que ça serait un peu de contredire ce qu'on essaie de dire. En fait, ce que moi j'essaie de dire, c'est peu importe qui va être au pouvoir, c'est pas la personne au pouvoir qui va changer les trucs, c'est parce que le problème, c'est pas la personne. On pourrait mettre Gandhi au pouvoir, puis le système va quand même rester le même parce qu'il est fait pour perpétuer beaucoup d'inégalités sociales, puis perpétuer un certain statu quo. Fait que peu importe qui qu'on met, ça pourrait être la personne parfaite. Mais le système va continuer à engendrer tous les problèmes qui, qui sont intégrales au système. Soit les inégalités économiques, euh, le profit par-dessus la santé de la planète. Tu sais, des logiques comme ça qui ne peuvent pas être dissociées, selon moi, du système. Fait que peu importe qui va être au pouvoir, puis même si c'est moi, je suis pas là pour vous dire ça va aller mieux si moi je suis élu, parce que ça ira pas mieux quand si c'est moi qui est élu. Parce que mon propos, c'est de dire, peu importe qui est élu, ça ira pas mieux. Parce que le problème, c'est pas les personnes qui sont élues. Donc, non, je suis pas quelqu'un qui est là pour... En fait, je suis juste là, pas pour devenir député, même si des fois je fais des blagues, là, que je vais nager à Ottawa après la, après le 28 avril, puis c'est sûr que je vais gagner les élections. Je suis très au courant que je veux pas gagner les élections. Moi, ce que je veux faire, c'est juste donner une voix aux personnes qui, comme moi, qui ne croient plus au système politique actuel. Puis, plutôt que de faire une croix sur le papier pour voter, plutôt que de le déchirer ou quoi que ce soit, ou juste pas y aller, mais au moins, il y a une option pour dire, OK, cette personne-là,
c'est une personne qui refuse le système. Pour quelconque raison, hein. Moi c'est pour la crise climatique, mais il y a plein de monde qui refuse le système pour d'autres raisons. Ça, tu pourrais être un souverainiste qui dit, moi, je refuse de contribuer à l'élection à Ottawa parce que je reconnais pas le gouvernement fédéral canadien en tant que souverainiste. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'autres personnes qui vont dire, moi, je suis pro-Palestine, je suis vraiment contre le fait que le gouvernement du Canada vend des armes à Israël, donc je veux pas contribuer à ce système-là. Fait que tu peux ne pas voter, mais tu peux aussi voter pour moi, qui devient comme une façon de plutôt que de montrer qu'il y a un désintérêt, on peut montrer qu'il y a une insatisfaction. Puis il y a une grande différence entre un désintérêt et une insatisfaction. Puis quand on vote pour Parti rhinocéros, on démontre un manque de satisfaction, une insatisfaction, tandis que si on ne vote pas, on, on montre une insatisfaction ou un désintérêt. Puis je peux vous garantir, les politiciens préfèrent croire que c'est un désintérêt plutôt que de l'insatisfaction parce que légitimise leur position. Ah, donc vous êtes une alternative à la non-participation. Dans le fond, les gens qui nous écoutent et qui seraient dans ce volet-là, de dire ben moi je vote pas parce qu'on a déjà entendu, parce qu'ils pensent effectivement qu'il n'y a rien qui va changer. Ouais. Donc du coup, c'est comme au moins on met dans les statistiques, si on voterait comme pour le parti rhinocéros, ça serait pour dire ben, se classer le monde un peu dans justement ceux qui veulent que ce soit différent ou qui sont en désaccord avec le système. Ouais, exactement. Tu sais, les gens, les discours classiques, là, les discours de les politiciens, c'est tout le temps de la merde. J'ai-tu le droit? Non, j'ai pas le droit de dire ça à la télé communautaire. Les politiciens, c'est jamais bon. Les gens qui disent c'est tout des crosseurs, ça, je sais pas si je peux dire ça à la télé communautaire. Les politiciens sont pas bons. La politique, c'est pas pour nous. Peu importe. Les gens qui ont une relation négative à la politique peuvent voter pour Rhinocéros. Si vous avez un désintérêt total, ben votez pas. Mais si vous avez une insatisfaction, ben c'est là que l'alternative Rhinocéros devient plus intéressante qu'une abstention. Selon moi. Bah, du coup, pour terminer cette entrevue, qu'est-ce que tu passerais comme message? Je sais que là, tu en passes déjà pas mal, mais si tu avais quelque chose à communiquer justement pour la dernière ligne droite, il nous reste à peu près 10 jours, pour Oui. les gens qui nous écoutent. Hey, j'ai l'impression que j'ai pas fait de blague pas en tout le match. J'ai mal fait mon speech de rhinocéros. Pour les personnes qui disent, hey, my God, un rhinocéros qui est beaucoup trop sérieux, vous avez raison, je fais pas super bien ma job en ce moment, là. Mais vous pouvez aller sur Facebook, sur ma page Facebook, je mets toutes mes promesses électorales qui sont drôles. Ben, du moins que moi, je pense qu'ils sont drôles, là. On parle de on parle souvent du troisième lien, mais ce sera un premier lien entre Gaspé et Cap-aux-Meules. On parle de prendre les dinosaures du Madrid puis les amener sur l'île Bonaventure pour faire un Jurassic Park sur l'île Bonaventure pour faire comme un, une- un genre de attrape-touriste. On parle de protéger la transcanadienne pour protéger les droits des trans. Protéger... Parce qu'il y a, il y a beaucoup de promesses là. Euh, mais, mais, mais oui, tout ça pour dire que oui, il y a des promesses qui sont drôles, on veut aller dans l'humour, on veut rire. Si vous n'avez pas écouté le débat qui s'est passé à Saint-Anne-des-Monts où j'étais présent, allez l'écouter. J'ai fait un condensé de 10 minutes de mes interventions sur Facebook si vous allez voir ça, parce que le débat est quand même 1 heure et demie. Fait que si jamais ça vous intéresse pas, mais vous voulez voir les blagues que je fais pendant le débat, j'ai une vidéo de 10 minutes sur Facebook, ça s'appelle Sean Grenier du Parti Rhinocéros et partager et aller voir ça. Euh, ouais, mais sachez que dans toutes à travers toutes ces blagues-là, mais comme vous avez pu voir, ma démarche est quand même très sérieuse. Euh, Puis je pense que souvent c'est ça qu'on oublie du Parti Rhinocéros, c'est que oui, ça nous fait rire, oui, c'est drôle, mais il y a vraiment une démarche derrière, il y a vraiment un propos. Puis c'est pour ça que quand je parle dans les médias, je fais moins des blagues avec les promesses puis tout ça parce que pour moi c'est important de véhiculer ce propos-là puis de montrer que le Parti Rhinocéros c'est une alternative. Faut juste pas que j'oublie que c'est un parti drôle puis qu'il faut que je sois drôle. Mais c'est juste ma première élection, hein, fait que je vais devenir mieux là, je vais devenir meilleur avec le temps là, je vais être un petit peu moins sérieux puis je vais être plus drôle avec les prochaines élections parce que jusqu'à maintenant je tripe vraiment à faire une campagne électorale puis j'ai vraiment hâte à la prochaine là puis on va avoir une équipe puis on va être beaucoup plus sérieux sans l'être trop.
Merci, Sean, pour ton temps. Merci beaucoup. Merci à toi, Marc. Ici, notre site Internet. Marché Richelieu de Cap d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap d'Espoir. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Au club d'athlétisme Les Lobsters de Grande-Rivière, les athlètes entraînés par Brigitte Paradis se démarquent régulièrement lors des différents championnats auxquels ils participent. Ce mois-ci, Mia Lepage, âgée de seulement 12 ans, a réalisé un exploit remarquable en remportant 4 titres provinciaux, le 800 mètres et le 1200 mètres, à la fois dans les catégories civiles et scolaires, lors du championnat provincial scolaire d'athlétisme en salle au complexe sportif Claude Robillard de Montréal. Mia Lepage nous raconte son expérience et nous avons aussi rencontré son entraîneuse, Brigitte Paradis. Tu as remporté 4 titres aux championnats provinciaux dans le dernier mois plutôt. Comment tu te sens face à ces performances-là que tu as faites à ces compétitions? Je suis vraiment fière de moi parce que je me suis beaucoup impliquée, beaucoup d'entraînement, puis je suis vraiment fière d'avoir réussi à remporter 4 titres provinciaux. Est-ce qu'il y en a un qui te rend plus fier que les autres? Je dirais les civils parce qu'il y avait plus de monde puis c'était plus du haut calibre. C'est là que j'ai fait mes 2 PB, donc mes 2 meilleurs temps au 800 et au 1200. Puis c'est vraiment ça qui m'a rendu le plus fière parce que je me suis descendue de 6 secondes au 1200. Puis j'étais vraiment fière de moi. En 6 mois, j'ai descendu de 6 secondes. Donc, tu remportes 4 titres, puis en plus, tu bats tes propres records. Oui. Mais au civil, qui était la première compétition, là, j'ai battu mes temps. Mais au scolaire, je me suis pas mal gardée dans ces temps-là, mais je les ai pas améliorés. Tu dis que vous étiez plus au civil. Est-ce que tu as une idée de combien d'athlètes que vous étiez à ces compétitions, dans ta compétition? Bien, je pense qu'au 800, on était à peu près 25 filles aux alentours de ça. Puis au 1200, c'est toujours un petit peu moins, donc 17, je pense. Le fait que toi, tu t'entraînes dans un gymnase ou même dans le corridor de l'école versus du monde qui, eux autres, s'entraînent dans des endroits qui sont adaptés pour ça. Ça doit être un grand sentiment d'accomplissement aussi. Bien, c'est sûr que vu qu'on est dans un gymnase assez petit, c'est quand même compliqué. Puis comme tu as dit, on court dans les couloirs, donc ça aide pas tant parce qu'il y a des filles comme à Montréal qui ont des pistes intérieures. Puis c'est sûr que ça doit vraiment être mieux parce qu'à l'année, ils peuvent courir sur une piste, puis ça aide, là. J'ai demandé à Mia comment elle se sentait, là, au fait de s'entraîner dans un gymnase versus ceux qui s'entraînent dans des complexes sportifs déjà adaptés. Pour l'entraîneuse, le fait que, puis c'est pas juste Mia, mais tu as beaucoup de tes athlètes qui performent beaucoup, qui remportent des titres à des compétitions. Comment l'entraîneuse, elle se sent là-dedans? Bien, c'est sûr, c'est pas toujours évident parce qu'on a quand même une longue période qui est de novembre au mois de mai, parce qu'ici, on a encore de la neige, là, puis on est rendu à la mi-avril. C'est sûr que c'est pas évident dans un petit espace où tu as des sauteurs en hauteur, en longueur, et tu as des sprinteurs puis des demi-fondeurs. Dans ce petit espace-là, c'est de t'entraîner. C'est pour ça que j'utilise le corridor pour les sprinteurs, mais j'ai aussi mes sauteurs de haies que tu sentais, je dois prêter le corridor. C'est sûr que je dois énormément adapter l'entraînement, puis c'est sûr que si on compare
compare à ceux qui sont dans des grandes infrastructures à l'année, on est beaucoup minoritaire au niveau de l'entraînement, mais quand on arrive en compétition, on essaie le plus possible de rivaliser contre ces athlètes qui s'entraînent dans des bonnes conditions. Mais c'est certain que pour les entraîneurs, c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup de travail, autant pour l'athlète que l'entraîneur, parce que je dois concevoir des entraînements quand même où ce que les jeunes peuvent s'améliorer puis grandir à l'intérieur d'un petit espace dans leur performance personnelle, là, dans leur développement technique surtout. C'est pas évident. C'est vraiment quelque chose. En tout cas, c'est pas juste essayer de rivaliser avec d'autres compétiteurs, parce que avec toutes les publications que je vois que vous mettez sur Facebook, vos athlètes performent, gagnent des compétitions quand même s'ils s'entraînent dans des conditions qui sont pas idéales pendant l'hiver. Mais moi, je dirais aussi que c'est pas juste les conditions d'entraînement qui sont importantes. Oui, si j'aurais une belle surface à l'intérieur d'une piste, je serais vraiment heureuse. Là. Puis surtout pour les aires de saut, là, ça serait vraiment plaisant aussi. Mais je te dirais aussi que c'est la façon que l'entraînement est donné. Là. Il y a ça aussi. Tu sais, il y a le travail que tu donnes à l'entraînement. Il y a une façon de les tenir en forme, une façon de faire de la mise en forme, une façon de faire autre chose. Moi, je fais de la mise en forme, du gainage, de la pliométrie. Je fais plein de choses qui fait que je donne des capacités autres au niveau pulmonaire et au niveau physique à mes jeunes, qui fait que quand on sort sur la piste après ça, ou qu'on s'en va faire de la course à l'extérieur quand les chemins sont beaux, bien, ils ont développé autre chose en étendant là. Donc, je pense qu'il y a aussi, oui, c'est dur de s'entraîner dans un petit espace, mais il y a aussi la façon de bien adapter tes entraînements pour que tes jeunes continuent quand même à s'entraîner, puis continuent à améliorer leurs conditions d'entraînement, mais améliorer aussi nos performances, puis être capable d'arriver en compétition, comme tu dis, puis de revenir avec des bonnes positions et des titres aussi. Donc c'est sûr que j'ai des athlètes qui terminent 5e, 6e, 7e sur 20, 30 athlètes dans une discipline. C'est super bon. Puis on est vraiment content de ça. On est fiers. Le club d'athlétisme, on donne notre maximum aux jeunes. On est juste 2 entraîneurs. J'étais longtemps seule. Maintenant, j'ai un autre entraîneur avec moi qui est en lancée, Benjamin. Je suis très contente de l'avoir. Puis on essaie de donner le maximum à nos jeunes avec les conditions qu'on a. Mais je pense, comme je dis, oui, l'infrastructure, c'est important, mais la première chose qui est importante, c'est d'avoir des entraînements bien montés, bien faits. Les résultats parlent d'eux-mêmes et laissent entrevoir que l'aventure de Mia est loin d'être terminée. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553. Automobile Mongey-Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mongey-Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Le concours Prise de parole, organisé par l'Espace René Lévesque, en était à sa 4e édition cette année. Bien que plusieurs écoles y participent habituellement, cette édition a été plus compliquée. Seule la polyvalente Monseigneur Sévigny y a pris part, grâce à l'engagement de Tony Langlois, enseignant et responsable du concours à l'école. Vous entendrez successivement l'enseignant Tony Langlois, Maëva Giroux-Duguay, dont le sujet était le bug de la modernité, Vincent Caron, qui a fait un plaidoyer pour l'importance d'avoir une équipe de hockey de la LHJMQ dans la région afin de faire progresser nos jeunes, Adama Marika Langlois, qui a fait un exposé sur le déclin des droits des femmes afghanes, et Thomas Puget, qui a joué le rôle d'avocat du diable. Nous entendrons aussi les 2 animateurs de la soirée, soit Jérémy Brotherton et Zacharia Côté. Donc, Tony Langlois, c'est la 4e année du concours Prise de parole. Peut-être me faire un rappel de ce que c'est ce concours-là.
Ben, c'est un concours qui s'adresse aux jeunes des 4e, 5e secondaire. Alors, effectivement, c'est la 4e année cette année, 4e édition, mais c'était vraiment l'édition, c'était la finale régionale aujourd'hui. Alors, c'est un concours qui s'adresse aux élèves de 4e, 5e secondaire. Alors, ils se choisissent un sujet d'actualité. Ça peut être local, ça peut être régional, ça peut être international. Et évidemment, quelque chose qui leur tient à cœur pour qu'il y ait de l'intérêt envers leur sujet, à l'approfondir au maximum. Et ensuite de ça, ben, ils doivent préparer un plan, un argumentaire, dans notre cas, faire des entrevues. Alors, c'est un gros processus là, assez rigoureux pour les amener finalement à prendre parole devant un public. C'est la 4e année. C'est quoi qui fait, selon vous, que ce concours-là continue dans le temps qui est populaire à ce point-là auprès des jeunes? Bien, je pense que c'est les opportunités que ça donne. Tu sais, par le passé, on a eu quelqu'un qui nous a parlé de transformer les lieux de culte en refuge pour les itinérants. Alors, bizarrement, cette année, c'est apparu dans un programme de parti politique. Les jeunes ne s'en rendent pas compte, mais leur parole, grâce surtout à votre implication, là, les télécommunautaires, bien, ça fait du chemin. Et leurs idées font du chemin aussi. Puis souvent, on voit des choses que nos jeunes parlent, puis que l'année d'après, bien, ça devient... Tu sais, l'intelligence artificielle, l'an passé, on n'en entendait presque pas parler. Puis M. Puget en avait parlé l'année passée. Puis là, tout d'un coup, il n'y a pas une journée sans qu'on entende parler. Fait que... Puis c'est aussi le réseautage. Ces jeunes-là, ça leur donne des méthodes de travail. Ça leur donne, ça leur façonne un esprit critique. Ça leur donne des aptitudes qu'ils vont pouvoir déployer quand ils vont faire leurs études collégiales, universitaires, quand ils vont devenir des professionnels plus tard. Alors, je pense que c'est tout ça qui fait en sorte que les jeunes participent. Mais ce qui nous aide aussi, c'est d'avoir des gens dans la communauté, puis des gens qui... tu sais, comme Yoann Méthode Bernatchez, le jeune avocat qui vient faire des causeries midi avec les jeunes, qui est juge, mais qui est là pour les entrevues, qui est super, super disponible pour les jeunes. Un jeune comme Jérémy Laplante, un jeune qui se présente à la ville de Passepébiac comme conseiller ou maire aux prochaines élections. Un jeune comme Samuel Parisé, qui a été le plus jeune préfet élu dans l'histoire du Québec à Noté-Mercier. Ben, moi, je vieillis. Alors, quand j'étais jeune, c'était facile pour moi de convaincre les jeunes de l'importance ou de qu'est-ce qu'ils allaient gagner quand ils allaient faire cette prise de parole-là. Bien, je pense qu'avec des gens de la communauté qui effectivement sont plus proches de leur âge, le fossé est moins creux, bien, ça rend le concours très concret. Alors, moi, si j'avais à donner un conseil à toutes les autres écoles, bien, allez chercher des gens de votre communauté, allez chercher des jeunes, et les jeunes vont se rendre compte qu'en réalité, bien, ça peut les amener très loin, puis ça leur donne des contacts. Je veux dire, quand tu as des idées, puis tu veux les défendre, puis tu veux t'engager, bien, avoir des contacts au niveau politique, avoir des contacts au niveau du droit, avoir des contacts au niveau journalistique, bien, je pense que c'est la base pour être un citoyen engagé dans notre avenir. Alors moi, je pense que, en tout cas, si moi je le fais, le concours, c'est parce que je pense que c'est comme si on plantait des graines au printemps et puis que ça germait là, dans les futures années. Alors, je pense qu'on a besoin des gens qui sont capables de prendre la parole en Gaspésie, dans notre région, pour bâtir notre avenir. L'an passé, on avait 5 finalistes. Cette année, on en a 3. Il y a une raison à ça? Bien, l'an passé, en fait, quand vous êtes venu ici, c'était la finale locale. Alors, il y en avait 5, mais à la finale régionale, il y était 6. Cette année, bien, il y a eu des imprévus au niveau de d'autres écoles qui allaient participer. Alors, les gens comme moi qui pilotaient ces projets-là dans les écoles, bien, il y en a qui sont tombés malades et tout ça. Et puis, bien, dans notre cas, bien, on a fait une sélection. On voulait faire une sélection rigoureuse. Et puis, nos 2 animateurs, bien, avaient un sujet de prise de parole. Mais on s'est dit qu'on avait besoin d'animateurs, puis
qui allait faire un beau duo. Fait que on a innové cette année. On voulait mettre une petite partie humoristique là, à notre finale. Puis ensuite de ça, on avait un autre participant qui, lui, malheureusement, pour des raisons personnelles, là, il ne veut pas que j'en parle nécessairement, mais il ne pouvait vraiment pas prendre la parole. Mais si vous l'avez vu, on l'a transformé en avocat du diable. Là. Il pouvait prendre la parole pour 1 ou 2 minutes, mais il ne pouvait pas le faire de façon prolongée, 7 à 12 minutes. Puis évidemment, il y a eu une sélection parce que c'est un concours. Puis à un moment donné, ce qu'on veut, c'est que ces jeunes-là aient une bonne expérience de prise de parole. On ne veut pas que ça fait l'effet inverse, puis que tout d'un coup, ils ne veulent plus jamais prendre la parole en public. Au contraire, on veut que cette expérience-là est positive. Alors, on s'organise pour avoir des jeunes qui sont prêts à relever la mission qu'on leur donne, puis ils l'ont relevé avec brio aujourd'hui. Je suis vraiment fier d'eux. Ça va être quoi cette année, les critères de sélection pour le gagnant? Bien, on a toujours une grille qui est fournie par l'Espace René Lévesque, mais j'ai demandé particulièrement aux juges de mettre l'accent sur la réponse aux questions des journalistes, ceux qui jouent les journalistes par après, parce que c'est pas juste de préparer un sujet, de préparer un texte, de préparer de l'intonation, tout ça, de bien livrer le message. Il faut maîtriser le sujet. Quand on prend la parole, on peut s'attendre à se faire critiquer. J'ai toujours dit que les gens qui font rien dans la vie, il n'y a aucun risque, mais les gens qui se mettent sous les projecteurs, automatiquement, il va y avoir de la critique. Alors, il faut être capable de faire face à la critique, il faut être capable de répondre aux questions. Pour moi, c'est essentiel. Sinon, effectivement, j'ai demandé aux juges de mettre plus l'accent sur la forme, c'est-à-dire sur la fluidité du langage, sur le langage non-verbal, la connectivité avec le public, sur la fluidité, la tonalité et tout ça. Alors, vraiment Parce que, dans le fond, il y a des études qui démontrent que quand on écoute une prise de parole ou qu'on écoute quelqu'un parler, est-ce qu'on écoute tous les mots qui sortent de sa bouche ou il n'y a pas autre chose qui vient jouer dans notre appréciation de ce qui ressort? Alors, c'est clair que oui, 2 personnes peuvent avoir carrément le même texte, les mêmes idées, mais probablement qu'il y a quelqu'un qui va se démarquer plus parce qu'il connecte avec la personne. Alors, c'est ce que j'ai demandé aux juges de regarder aujourd'hui, plus les questions des journalistes. Par notre sujet qui se rejoignent, j'ai remarqué qu'il y en a 2, justement, que les sujets, je ne veux pas dire que ça ressemblait, là, mais la deuxième qui a passé... la première et la troisième. Oui, elle faisait référence au premier discours. Là. Oui, parce que, justement, ça, c'est pas évident, parce qu'ils travaillent tous en vase clos. Je veux dire, ils ne parlent pas de leur sujet et tout ça, mais quand on reçoit les textes, on a bien vu que là, finalement, il n'y avait pas le même sujet, mais il avait utilisé le même angle d'entrée dans le sujet. Alors, il a fallu modifier là, quand même pour pas justement que ça soit redondant. Puis en même temps, je pense que c'est important qu'ils font référence des fois quand justement leur sujet touche à quelque chose qui a déjà été dit. Puis ça démontre qu'ils sont bien groundés, là, ils sont bien conscients du fait que qu'est-ce qui a été dit avant. Puis c'est beau de les voir en arrière, justement, ces jeunes-là. Ils font vraiment preuve de fraternité. Je sens pas vraiment de compétition entre eux et elles quand ils sont là pour s'épauler et tout. Fait qu'ils écoutaient religieusement là, ce que les autres candidats disaient avant eux. Ça l'a paru, en tout cas. Bonne continuité pour le concours. Bien, merci Jean-Denis, merci vraiment à toute l'atelier du Rocher Percé. C'est grâce à vous que maintenant, les gens du grand public vont pouvoir entendre vraiment ce que nos jeunes avaient à dire. Alors, ces jeunes-là, ils ont une voix, ils ont des idées et je pense que c'est grâce à vous qu'on réussit à partager ces idées-là. Merci beaucoup. Maëva Giroudiguet, j'ai parlé de la régression des sociétés au fil du temps. C'est quoi qui t'a inspiré à aller vers ce sujet-là? Dans le fond, je parlais de la régression des sociétés, puis je trouve que c'est un sujet qui me fascine parce que je trouve qu'on a une très belle société, puis on évolue comme toute société, mais je trouve qu'on régresse souvent sur plein d'aspects de notre vie. Comme exemple, les technologies, on pourrait en faire une si belle utilisation, mais on devient comme matrixé par ce que les technologies apportent, puis on fait souvent une mauvaise utilisation de ceux-ci. Puis je trouve tellement qu'exemple, avec les avancées de médecine, les technologies, c'est une super belle opportunité qu'on peut avoir, mais qu'avec cette utilisation néfaste qu'on fait là, exemple de l'IA, qu'on l'utilise moins bien dans nos travaux, mais on pourrait très bien mieux l'utiliser pour simplement améliorer nos travaux au lieu de moins porter attention à nos travaux. Puis j'ai parlé aussi des droits à l'avortement parce que je trouve que moi, je suis une femme, puis c'est important de préserver tout ce que nos ancêtres femmes et
et hommes même ont acquis dans le passé pour qu'on puisse être une civilisation qu'on est en ce moment et qu'il ne faudrait pas régresser à ce point-là. Dans le fond, c'est une constatation que tu faisais de ce que tu pouvais voir qui a fait en sorte que il faut que je parle de ça. Oui, c'est ça. J'ai comme, avec, tu sais, surtout l'arrivée de Trump qui veut qu'on devienne un 51e État. Là, on se dit, c'est quoi après ça, quand on va être le Canada? Nous autres ici, on n'aura plus le droit d'avorter. Puis, tu sais, c'est tellement important pour une femme que ce qu'on a réussi à acquérir au fil du temps, puis maintenant, on a ces droits-là, qu'il faudrait pas qu'on redevienne comme avant, tu sais. Comment tu t'es senti de prendre la parole ainsi devant l'auditoire comme ça? Bien, c'est sûr que c'est un stress, surtout qu'on parle à des gens de notre âge. Fait que souvent, on est plus stressé à parler devant les gens de notre âge parce que c'est notre entourage, c'est nos amis, c'est des gens qu'on voit dans la vie quotidienne. C'est souvent plus stressant que de parler à des adultes parce que, tu sais, on se dit quand on parle à des adultes, on est des jeunes. Fait que, tu sais, c'est normal qu'on est moins bon, puis ça. Mais là, on est devant des jeunes, faut qu'on leur explique des sujets qui sont assez complexes, puis il faut qu'on y va de façon pour qu'ils puissent comprendre et qu'on se met à leur place, puis on veut que ça soit intéressant pour eux de venir nous écouter prendre la parole. Vincent Caron, puis une équipe de la LHJMQ à Chandler. C'est quoi qui t'a motivé à prendre ce sujet-là? Je pense que c'est le réalisme puis le fait que mon projet peut vraiment se concrétiser dans le futur. Lors de ma démarche, il y avait plusieurs sujets qui m'intéressaient, mais c'est vraiment le fait que je peux vraiment changer quelque chose. Puis c'est pas, on parle pas du droit des femmes qui est quelque chose de plus mondial. On parle vraiment d'un sujet local qui peut se concrétiser. Puis vraiment, c'est possible d'avoir une équipe de la LHJMQ Chandler. Puis c'est ça que c'est ça que je voulais démontrer. D'y aller plus local, c'était important? Oui, c'était important pour moi parce que généralement, dans le concours de prise de parole, dans les années antérieures, c'était souvent des sujets qui parlent soit au niveau du Canada ou au niveau vraiment mondial de la planète. Puis c'est ça, faire un peu de changement. Je suis en secondaire 4, puis il me reste encore une année l'année prochaine si je veux parler d'un sujet qui englobe plus le monde. Fait que de pouvoir parler vraiment d'un sujet local, ça fait des changements, puis je pense que ça a été apprécié. Comment tu t'es senti de prendre la parole devant tout le monde comme ça? C'était pas une première fois pour moi, mais quand même, il y a toujours un stress quand t'embarques, mais tu dis le premier mot, puis tout de suite, le stress débarque, puis j'avais envie de performer, puis que mon sujet se rende plus loin que les murs de l'amphithéâtre. Fait que le stress a débarqué, puis j'ai livré ma performance au mieux que je pouvais. Adama Langlois, puis c'était les conditions des femmes en Afghanistan, puis les droits des femmes là-bas. Et c'est quoi qui t'a inspiré ce sujet-là? Bien, mon but, c'était sensibiliser les gens à la cause, puis je trouve pas ça correct qu'ici, au Canada, on a plus de droits que d'autres femmes dans d'autres pays, comme en Afghanistan, puis on devrait tout être sur le même pied d'égalité, selon moi. Avais-tu d'autres sujets ou quand on t'a proposé le concours, toi, c'était ça que tu voulais parler? Honnêtement, au début, je savais pas de quoi parler. Puis, à un moment donné, j'étais sur les réseaux sociaux, puis j'ai scrollé, puis j'ai vu des femmes qui portaient le voile intégral, puis ça disait, genre, plus le droit de parler. Puis, ben, ça m'a vraiment choquée. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça pourrait être un beau sujet. Puis, en faisant des recherches, ben, c'est vraiment quelque chose que ça me passionnait. Puis, de prendre ainsi la parole devant tout le monde, comment tu t'es sentie? Ben, ça fait plusieurs fois que je fais de la scène, là, que je commence à être un peu plus habituée. Il y a toujours le petit stress du début, mais au fil que je parlais, je pense que le stress diminuait. Sauf que là, c'était d'exprimer ton opinion sur un sujet. Est-ce que c'était différent que les autres fois où est-ce que tu pouvais être sur scène? Ben non, j'ai fait le concours de prise de parole l'année passée, fait que j'avais 2 expériences déjà. Sinon, ce qui peut être différent, des fois, j'ai animé secondaire en spectacle l'an passé. C'était pas la même chose, mais ouais. Donc, Thomas Puget, tu devais participer, mais bon, finalement, tu n'as pas pu, mais tu es impliqué quand même avec le jury. C'est toi, on pourrait dire, l'avocat du diable. Comment tu trouves ça de porter ce chapeau-là? Je me suis beaucoup amusé. En fait, je pense que peut-être que je serais plus amusé en faisant ça que la prise de parole en tant que telle. Parce que j'ai toujours été un gars qui aime bien débattre, qui aime bien confronter des idées. Et là, tu me donnes un micro, tu me dis, tu peux prendre des gens
leur poser des questions pour les mettre en difficulté. Je me suis vraiment amusé, j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que du coup ça t'amène à réfléchir en même temps à l'opposé du sujet. Ça t'amène à dire, par exemple pour le droit des femmes, qu'est-ce que quelqu'un qui serait contre le droit à l'avortement penserait? Qu'est-ce que quelqu'un qui serait pour les technologies penserait? Qu'est-ce que quelqu'un qui serait contre la ligue de hockey en Gaspésie penserait? Donc tu explores des points de vue que tu n'aurais pas exploré normalement, parce que des fois tu pars du principe que certaines choses sont acquises et tu ne savais pas les remettre en question. Mais là, ça m'a permis d'ouvrir un peu mes horizons. Donc c'est vraiment une expérience très intéressante. Cette année, on a eu 2 animateurs, c'est vous autres. Comment vous êtes préparés pour pouvoir faire cette présentation-là? On s'est pratiqué quasiment jour et nuit. Puis on a eu un bon prof pour nous enseigner comment le dire, mettons, certaines phrases. Fait que c'est un peu ça. La pratique. Pratiquer matin, midi, pas le soir. Mais surtout le matin et le midi à l'école. Puis comment vous avez trouvé ça, faire cette animation-là? C'était exceptionnel. C'était un peu dur de se pratiquer tout le temps. Mais à la fin, on dirait que tu le connaissais par cœur. Puis comment je pourrais dire ça? Le stress que tu sens au début, puis après ça, que tu étais sur scène, tout part, puis on dirait que t'as que de l'adrénaline, puis c'est le fun. Fait que faire un peu d'humour sur scène comme vous l'avez fait. Moi, c'était la première fois. Lui, c'est pas sa première fois. OK. Fait que toi, si c'est ta première fois, faire de l'humour comme ça, y avait-tu un gros stress ou c'était plutôt lancé à fond dedans parce que t'avais du plaisir? J'avais une bulle au ventre, on va dire, genre un mini-stress qui s'avait un peu embarqué, mais ça voulait juste me dire pousser plus loin, genre, pour plus rentrer dedans dans le show. Toi, t'es habitué, qui dit, donc toi, il n'y avait pas de problème là-dedans. À chaque année, je suis sur la scène à cause que je suis caméraman d'habitude. Et à chaque fois qu'on monte sur la scène pour saluer tout le monde, j'ai plus de chaîne. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Lors de la dernière séance du conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière du 14 avril 2025, il a été question de nouveautés et de réactions. Il a été abordé une proposition d'agence de la SAQ, l'avancement du projet domiciliaire JF Gagnon, d'un défibrillateur cardiaque nouvellement installé, de la nouvelle directrice des loisirs, ainsi que de la réaction de la Ville à la suspension du programme Réno-Région. Commençons tout d'abord par la carrière DJL. Cette dernière a fait une demande de reconnaissance de son site à titre de lieu récepteur Trace Québec auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Il s'agit ici de la réception de sols contaminés. La Ville se dresse contre cette demande. Le maire Gino Cyr nous lit la proposition. GMLCCFP, Carrière de Saint-Hilaire, DGL, reconnaissance de site à titre de lieu récepteur 13 Québec, opposition au projet. Attendu que l'entreprise construction DGL Inc., propriétaire de la carrière de la rue Saint-Hilaire, fait part à la Ville de Grande-Rivière son intention d'obtenir un certificat d'autorisation
au MELCCFP, afin que ce site devienne un lieu récepteur de sols contaminés Trace Québec. Attendu que la carrière DGL est située à proximité de la station de pompage d'eau potable de la rivière Grande-Rivière et des zones de protection de la rivière Ressemant. Attendu qu'en mars 2021, la firme Pesca Environnement a réalisé l'analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d'eau de la ville de Grande-Rivière et que ce projet de reconnaissance à lieu récepteur de construction DGL n'a pas été pris en considération dans l'analyse des risques. Attendu que la ville Grande-Rivière a entrepris les premières phases d'élaboration de son plan de protection des sources d'eau potable avec la firme Aquifer en 2024 et que ce projet n'était pas encore connu, l'élaboration de ce plan de protection a dû être suspendue faute d'aide financière du gouvernement du Québec. Attendu que la ville Grande-Rivière approvisionne également les citoyens des usines de transformation marine de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, attendu que l'ancien suite d'enfouissement technique de la région intermunicipale de gestion des déchets solides des ans située sur la rue Saint-Pierre-Grande-Rivière sous la gestion de la ville de Chandler et de la ville de Grande-Rivière et de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, le LES détient la reconnaissance de lieu récepteur Trace Québec depuis décembre 2023. Le matériel contaminé recueilli contribue au recouvrement final du site conformément aux normes du MELCCFP, tout en réduisant significativement les coûts de fermeture du site pour les municipalités locales impliquées. Pour ces raisons, dûment proposées par résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal s'oppose aux démarches de construction DGL visant à faire reconnaître le site de la carrière DGL situé sur la rue Saint-Hilaire comme lieu récepteur de sols contaminés Trans-Québec, que la greffière et son mandataire transmettent une copie de la présente résolution à la Direction régionale du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et de la faune et des parcs, au gestionnaire de carrière DGL de Grande-Rivière, ainsi qu'aux deux autres municipalités faisant partie de la région intermunicipale de gestion des déchets solides et des anses. Proposé par M. Briand. La Ville a également réagi à la suspension du programme Réno-Région, rappelant que c'est souvent le seul moyen que des familles ont pour rénover leur maison. Avec ce programme, on évite la dévitalisation des villages. Gino Cyr rappelait qu'il y a 134 ménages qui sont en attente pour le programme dans la MRC. Le maire nous en dit plus lors du point sur le mot du maire et correspondance, et ce sera suivi par la proposition qui a été adoptée plus tard pendant la séance. Programme Réno-Région. On va passer une résolution aujourd'hui, mais comme vous le savez, là, on avait déjà commencé là, à mettre une liste à jour parce qu'on avait de plus en plus de gens qui nous interpellaient là, à ce niveau-là. Comme vous le savez, avec le nouveau budget provincial qui a été annoncé, ben on a eu la mauvaise surprise d'apprendre que le service, là, le budget avait été là, radié. Donc, présentement, il n'y a pas de budget pour Réno-Région. Okay, il y a des positions qui étaient prises là, un peu partout, que ce soit le MQ, la FQM, même au niveau de la MRC. Plusieurs villes, donc il nous a été demandé de passer là, une résolution. Donc ce soir, ça va être ça aussi. Puis au niveau de la MRC, ben je vous dirais que l'an passé, là, on avait pratiquement là, encouru 2,3 millions. Là, puis on l'avait utilisé au complet. Là, puis il y avait encore 132 dossiers qui n'avaient pas encore traité, à part de la liste là, des nouveaux qui voulaient s'inscrire. Là. Donc, présentement, là, on fait des démarches. Je vous dirais que l'objectif, là, on parle d'un coût de budget près de 19 millions, mais en souhaitant là, que ça va être mis en place. Donc, considérant que la SHQ a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec la suspension du programme Réno-Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants le moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger des défectuosités majeures à leur modeste résidence. Considérant pour la région Gaspésie-la-Madeleine, 73% des ménages sont propriétaires de leur logement, comparativement à 60% pour l'ensemble du Québec, et que le programme Réno-Région répondait directement à cette réalité propre à notre territoire. Considérant que les investissements dans les logements sociaux, HLM ou des suppléments au loyer PSL ne rejoignent pas cette clientèle de propriétaires à faible revenu, pour qui le programme Réno-Région constitue l'un des seuls leviers disponibles pour demeurer dans leur domicile. Considérant la suspension du programme Réno-Région s'inscrit dans un contexte de crise de logement et d'inflation, où chaque logement préservé est une victoire sociale, ou priver les régions d'un outil aussi fondamental revient à accélérer leur dévitalisation.
Considérant que cette décision entraîne également la perte d'expertise locale développée au fil des ans par les inspecteurs certifiés dont le rôle de proximité est essentiel à l'accompagnement des citoyens dans la planification des travaux admissibles, considérant que plus de 1000 familles au Québec, 134 sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, figurent sur une liste d'attente que leur export maintien dans leur domicile est désormais compromis. J'avais dit 132 tantôt, mais c'est 134. Considérant que la SHQ devait lancer une version bonifiée du programme Réno-Région à la suite des consultations de 2025. Considérant que la MRC a déposé l'an dernier une série de propositions à la SHQ afin d'augmenter l'efficacité du programme et de le rendre plus accessible pour mieux répondre aux besoins. Considérant que les nombreuses voies municipales, incluant celles-là de l'UMQ, de la FQM, des préfets, de la MRC partout au Québec, qui dénoncent avec vigueur cette décision perçue comme une attaque directe aux plus démunis. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le conseil municipal de la Ville-Rondière déplore avec rigueur la suspension du programme Réno-Région et demande au gouvernement du Québec, à la ministre de l'Habitation ainsi qu'au premier ministre du Québec de revenir sur cette décision et de rétablir rapidement le financement du programme. J'en fais une proposition, M. le maire. Voyons maintenant ce qui avance positivement à Grande-Rivière. Il y a du nouveau dans le programme domiciliaire GAF Gagnon. La Ville a reçu les permis du ministère de l'Environnement. Le directeur général de la Ville, Ken Moreau, nous donne plus d'informations sur l'avancement du dossier. Parlant de la rue GAF Gagnon, le projet de développement domiciliaire, je pense qu'il a pris un nouvel élan la semaine dernière, surtout au niveau des certificats d'autorisation qu'on devait recevoir du ministère de l'Environnement. Il y a eu des développements à ce niveau-là. C'est que la firme d'ingénierie qui est sur le dossier va pouvoir déposer avec la demande d'aide financière puis avec le projet au ministère on appelle ça une attestation d'autorisation. Ça fait que là, c'est une attestation de l'ingénieur à condition qu'il respecte des étapes bien précises là, qui sont édictées par le ministère de l'Environnement. Donc, on n'aura pas à attendre là, le 60 jours. Là, il y a comme un délai de 60 jours pour l'analyse du dossier du certificat d'environnement. Ça fait que ça va rétrécir les délais de beaucoup, ce qui est une excellente nouvelle. En principe, dans le meilleur des mondes, j'aurais aimé vous déposer ce soir les plans et devis pour la construction de la rue. C'est environ 90 mètres de canalisation qu'on va avoir installé d'aqueduc et d'égouts pluvial pour alimenter les quatre bâtiments. Mais ça va se faire en début de semaine prochaine. La seule chose qui reste à avoir, c'était l'étude géotechnique des sols du secteur. Puis on était supposé avoir ça là, au début c'est-à-dire à la fin de la semaine passée, mais là, on a manqué de temps avant l'assemblée de ce soir. Il y a un appel d'offres public concernant l'exploitation d'une agence de la SAQ pour la ville de Grande-Rivière. Cette dernière appelle les commerçants intéressés à se manifester. Gino Cyr nous en parle lors de son mot du maire. La mairesse, donc, il y a eu un appel d'offres au niveau de l'exploitation d'une agence SAQ. Donc, présentement, là, c'est affiché. Donc, le but, c'est qu'au niveau de l'appel d'offres, là, il y avait un projet que le gouvernement du Québec là, en fait part comme quoi qu'il voulait mettre des nouvelles agences. Puis au niveau de la Gaspésie, là, il avait parlé de la possibilité là, d'avoir des nouvelles agences. C'est surtout les municipalités qui n'avaient pas de service présentement. Donc on parle, là, c'est soit là, les marchés alimentaires, même les dépanneurs là, qui sont comme admissibles, qui peuvent faire là, une demande là, de dépôt là, de dossier. Donc, comme vous le savez, dans la MRC Rocher-Percé présentement, moi, ça fait plusieurs fois là, que je revendique ça, c'est que on est la seule municipalité dans la MRC Rocher-Percé qui n'avait pas d'agence. Donc là, étant donné que l'appel d'offres, présentement en Gaspésie-Île-la-Madeleine, c'est la municipalité de Grande-Rivière là, qui est annoncée. Donc, moi, là, j'ai interpellé là, les marchés alimentaires, puis pour voir dans les démarches que je faisais. Donc, je sais qu'il y a de l'intérêt là, par IGA pour déposer là, une demande, ainsi que même le dépanneur, là, M. Lebreu, qui m'a interpellé à ce niveau-là, qui vont déposer lui aussi. Donc, c'est une des raisons pourquoi ce soir, là, on a mis à l'ordre du jour là, une résolution dans laquelle que
Les commerces qui sont administrés, qui veulent déposer, puis il va y avoir une lettre de l'appui. Puis l'objectif, ben, c'est sûr que nous, la ville, plus qu'il y a de demandes, ben, ça vient de vraiment démontrer la volonté d'avoir une agence là, au sein de la municipalité. Puis d'un autre côté, ben, le reste, ça appartient à l'agence d'analyser les dossiers, puis la décision va être prise par la Société des alcools du Québec, donc cette partie-là. Donc, dès qu'on va avoir l'annonce, ben, on saura à ce moment-là c'est qui aura choisi. Mais moi, j'encourage les commerces qui sont admissibles dans la municipalité de Grande-Rivière de pouvoir déposer. Un défibrillateur externe automatisé a été installé à la caserne du service de sécurité incendie de la ville et disponible à tous les citoyens qui en ont besoin. Ken Moreau explique comment les citoyens pourront se le procurer. Le défibrillateur qu'on avait passé en assemblée le mois dernier, il est installé à la caserne. La procédure on avait mandaté le directeur incendie de monter la procédure pour la correcte quand on appelle au 911. D'après moi, elle est terminée, là. Mais officiellement, on va se donner encore quelques jours, mais en principe, si quelqu'un a un problème cardiaque, un arrêt cardio-respiratoire, puis vous avez besoin du défibrillateur externe, ben, il est installé présentement à la caserne, puis à l'appel 911, il y a un code de porte qui va vous être donné avec les indications pour en prendre possession le plus rapidement possible, dans le cas que vous auriez à attendre après les services ambulanciers. Une autre nouveauté s'ajoute, une nouvelle directrice des loisirs est en poste depuis un peu plus d'un mois. Elle se présente et fait le point sur son premier mois en poste, ainsi que les activités à venir. En fait, je m'appelle Jennifer Alain-Muni. Je suis originaire de Newport et je suis maintenant votre directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la ville de Grande-Rivière depuis maintenant 4 semaines. Mon rôle ici consistera à dynamiser notre milieu de vie à travers des projets, des événements et des services accessibles, créatifs et rassembleurs pour nos citoyens et citoyennes de tout âge. Je suis sincèrement heureuse de pouvoir collaborer avec vous, membres du conseil, et les citoyens aussi de Grande-Rivière. C'est un privilège de contribuer à vos côtés, à faire rayonner notre ville et à enrichir la vie collective de nos gens. J'ai déjà travaillé là, avec quelques-uns de vous, puis j'ai très hâte là, de travailler là, prochainement aussi. Les réalisations du mois, c'est certain que je suis ici depuis maintenant... je parle à la Non, tu t'adresses à la population. C'est sûr que ça fait seulement 4 semaines que je suis ici, mais j'ai quand même, comme mon cher directeur l'a dit, mis ma touche là, dans certaines activités et tout. Au cours des derniers mois, plusieurs actions concrètes ont été posées. J'ai fait, en tout cas, on est en train d'organiser une petite activité ludique pour célébrer la fête de Pâques pour nos tout petits. Il va y avoir une petite chasse au coco de Pâques à la bibliothèque qui affiche déjà complet pour ce samedi. Fait que ça a super bien marché. Puis c'est ça, il va y avoir une belle participation qui est très attendue là, pour les familles. Puis je remercie aussi les bénévoles qui vont participer là, à cette activité-là avec nous. Il va y avoir aussi, j'ai travaillé aussi sur le montage de plusieurs dossiers de subventions, notamment pour l'achat d'équipements dans le cadre du programme Circonflexe de l'URLS, ainsi là, que pour d'autres projets estivaux, dans le spectacle de la Saint-Jean. On a déjà booké le band qui va jouer pour le même cap. Donc, je vais vous donner plus d'infos là, à la séance prochaine, mais ça va être une belle fête là, à mes couleurs. Puis je pense que les gens vont être très contents. Les projets à venir. Dans les prochaines semaines, il y a plusieurs projets à l'agenda. On va travailler sur le jardin communautaire là, avec Produire la santé ensemble. On a des démarches, comme tu disais, Ken. Il y a la préparation en cours pour le souper de la fête des mères du 10 mai. Ainsi que la vente de garage communautaire prévue pour le 17 et 18. Il y a toujours des tables qui sont disponibles. Donc, vous pouvez regarder là, la page Facebook. Là, les informations sont là pour les réservations, qui se terminent demain, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a des activités qui seront à prévoir là, pour la semaine de la famille qui va se dérouler là, du 12 au 18 mai.
Il y a aussi la préparation du spectacle de danse « J'ai une passion » qui aura lieu le 30 mai, donc on est en préparation pour ça aussi. Il y a toujours la préparation de la fête nationale qui va être prévue pour le 24 juin. On a vraiment prévu là, une journée familiale avec en soirée là, un band et tout. Mais comme je dis, je vais vous revenir avec plus d'informations. Puis, il y a la préparation du spectacle. Je vais attendre, je vais laisser Monsieur Bourdin l'annoncer, mais il y a la préparation là, avec le spectacle à venir là, du 6 septembre là, pour Madame Guylaine Tanguay. C'est ce qui conclut pour moi. Pour terminer, Denis Baudin donne des nouvelles du spectacle annuel du Comité des loisirs. Ce spectacle, qui se tenait au mois d'avril, aura lieu le 6 septembre avec les artistes Benny Jones en première partie et Guylaine Tanguay en deuxième partie. Les billets seront en vente bientôt. Et Carole Moreau tenait à rappeler que ceux qui trouvent que leur rôle d'évaluation foncière est trop élevé, de venir rencontrer Jean-Yves Boutin pour se faire expliquer comment remplir le formulaire. C'est jusqu'au 30 avril que les formulaires peuvent être remplis. C'est ce qui conclut les échos du Conseil de la Ville de Grande-Rivière du 14 avril 2025. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Besoin de faire votre entretien de véhicule à un prix qui défie toute concurrence? Rendez-vous au dépanneur chez Mario de Sainte-Thérèse de Gaspé. Notre mécanicien d'expérience saura répondre à tous vos besoins. Pour un service courtois lors de votre plein d'essence, dépanneur chez Mario, c'est l'endroit par excellence. Que ce soit pour l'épicerie, la bière, le vin ou le lavage de votre auto, au dépanneur chez Mario, on prend soin de vous. Selon l'Avantage gaspésien, les hôtels de Gaspésie, comme partout au Québec, appréhendent la saison touristique estivale, malgré de bonnes prévisions d'achalandage, principalement à cause des difficultés liées à la main-d'œuvre immigrante. De longs délais administratifs pour la régularisation de statuts ou le renouvellement de permis de travail menacent le maintien d'employés étrangers déjà intégrés. Le groupe Rayotel risque de perdre 10% de son personnel pour ces raisons, notamment pour des postes difficiles à pourvoir en entretien et cuisine. Cette situation mettrait une pression énorme sur les équipes restantes et pourrait forcer des restrictions d'opération. L'industrie hôtelière québécoise demande au gouvernement de simplifier les procédures pour retenir ces travailleurs essentiels face à une saison qui s'annonce très occupée. Selon Radio Gaspésie, le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie et 8 pêcheurs locaux s'adressent à la Cour fédérale. Ils contestent la décision de l'ex-ministre des Pêches, 19 décembre, d'émettre de nouveaux permis exploratoires de homards. Leur recours vise le plan d'acquisition de données, zone 17-19, et l'avis d'intérêt pour ces permis. Ils s'opposent à l'ajout de 52 permis, 7 750 casiers, en zone 19 dès 2025, craignant un impact sur les 8 pêcheurs locaux actifs. Le recours questionne les pouvoirs de pêche et Océan Canada et le caractère déraisonnable de la décision. La vente des prises par les nouveaux titulaires, sans paiement pour les données collectées, est aussi contestée. Le recours, modifié en mars, vise aussi le procureur général. Une date d'audience est attendue.
Selon Radio Gaspésie, la ville de Gaspé va favoriser davantage l'achat local, régional et provincial dans ses contrats afin de protester vis-à-vis les tarifs douaniers de Donald Trump. Un avis de motion a été déposé lors du dernier conseil municipal concernant les contrats d'acquisition de biens ou de services pour éliminer les achats effectués aux États-Unis. Selon le maire Daniel Côté, c'est une mesure pan-québécoise pour les municipalités suite à une nouvelle orientation gouvernementale, ce qui permettra à la ville de ne plus être tenue d'aller avec le plus bas soumissionnaire pour certains appels d'offres. Il salue cette initiative du gouvernement du Québec, la voyant comme une mesure de représailles contre les tarifs américains, tout en notant que peu de produits des États-Unis étaient déjà achetés par la ville. Enfin, une directive a été envoyée aux employés responsables des achats pour cesser d'utiliser Amazon. Selon l'Avantage gaspésien, l'atelier populaire « Répare tes trucs » se tiendra le samedi 26 avril de 10h à 15h dans le hall du Cégep de Matane, dans le cadre du Jour de la Terre. Cette journée traditionnelle permet de redonner vie à des objets grâce à des experts bénévoles, réduisant ainsi les déchets. On peut y apporter vélos, bijoux, petits objets et appareils électriques ou électroniques, sauf gros électroménagers, micro-ondes, télévision. L'an dernier, 135 objets, environ 130 kg, ont été réparés. L'événement offre aussi la visite du Fab Lab du Cégep, un lieu de fabrication, dont impression 3D, utile pour les pièces de rechange avec l'aide du responsable. Un kiosque, Répare ton corps, proposera des massages sur chaise. Selon Gaspésie Nouvelle, Claudine Roy, figure reconnue de l'entrepreneuriat et ambassadrice de sa Gaspésie natale, accède à la présidence de la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec. Sa nomination repose notamment sur sa solide expérience dans le monde des affaires. Son parcours inclut la fondation du Brisbees en 1986, la direction de l'auberge sous les arbres pendant une dizaine d'années et des investissements immobiliers à Gaspé. Elle est aussi cofondatrice des Traversées de la Gaspésie, en pause depuis 2023, et a présidé l'association Restauration Québec. La ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Isabelle Charret, a salué son parcours entrepreneurial et ses multiples implications, y voyant des atouts majeurs pour la CEPAC grâce à sa capacité à allier vision stratégique et impact social, ainsi qu'à son approche dynamique. Selon l'Avantage gaspésien, le traversier Saréma 1, réparé après un bris du système de gouverne samedi, devait reprendre les traversées entre Matane, Baie-Comeau et Godbout dès le 16 avril. La STQ a mené des réparations minutieuses pour assurer sa fiabilité et prévoit un retour à l'horaire régulier, 2 allers-retours. Attention, les forts vents pourraient affecter l'horaire. Les clients seront informés par alerte. Selon l'Avantage gaspésien, dès le 18 avril, les causes de petites créances allant jusqu'à 5 000 $ dans les districts de Gaspé et Bonaventure devront obligatoirement passer par une médiation gratuite. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a annoncé cette mesure visant à trouver des règlements rapides, éviter le stress du tribunal et offrir plus de contrôle aux citoyens sur l'issue de leur dossier tout en améliorant les délais. Quand une poursuite est déposée, les parties sont dirigées vers un médiateur qui identifie les enjeux, propose des solutions et peut rédiger une entente. Si la médiation échoue, un arbitre entendra la cause et rendra une décision exécutoire sous 30 jours. Pour encourager la médiation, les dossiers de plus de 5 000 $ l'ayant choisi seront priorisés. Le député Stéphane Sainte-Croix voit en cette médiation obligatoire un moyen efficace de favoriser les règlements à l'amiable.
Selon Radio Gaspésie, la grève des éducatrices en CPE a souligné les défis pour attirer les jeunes vers cette profession. Le directeur du CPE Le Voyage de mon enfance, Gilles Chapados, estime que l'amélioration des conditions de travail et des salaires, revendiquée par les grévistes, est cruciale. Il révèle que seulement 60% de ses employés sont formés et jugent urgent d'augmenter ce nombre. Selon lui, les conditions révélées par la grève n'incitent pas les jeunes à choisir ce métier valorisant. Il cite l'exemple du Cégep de la Gaspésie et des îles qui, malgré un programme modifié, peinent à démarrer une nouvelle cohorte après des années sans formation par manque d'inscription. Monsieur Chapados suggère qu'il faudrait sensibiliser les élèves dès le secondaire à cette profession. En somme, attirer la relève passe par de meilleures conditions et une promotion active du métier auprès des jeunes. Selon Radio Gaspésie, la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des îles constate une hausse de fréquentation de 8% en 2024. Le service de transport collectif régulier a enregistré 93 044 déplacements l'année dernière. Selon la directrice générale, Marie-André Pichette, cette hausse démontre un intérêt grandissant de la communauté pour la mobilité durable et la Régie peut en être fière. 2024 a aussi été la première année complète des vélos électriques en libre service, utilisés par plus de 1000 personnes, signe d'engouement pour la mobilité active. Pour le transport adapté, besoins particuliers, mobilité réduite, c'est 4% de plus, soit 1132 déplacements supplémentaires en 2024 pour près de 29 000 au total. Marie-André Pichette note que l'efficacité accrue de ce service favorise l'autonomie et l'inclusion sociale. Cet été encore, le transport collectif et adapté sera gratuit pour les jeunes et les aînés afin de promouvoir la mobilité durable dans la région. Selon Radio Gaspésie, une tempête de neige mercredi matin a causé des accumulations rapides, environ 15 cm, perturbant la circulation en Gaspésie, malgré le déneigement. Sophie Gaudreau de Transport Québec suggère que les automobilistes ont pu sous-estimer la situation. Elle rappelle les clauses spécifiques des contrats de déneigement régionaux et conseille d'attendre après le 15 mars pour changer les pneus d'été en raison des conditions tardives. La prudence est de mise face à ces aléas météo. Selon Gaspésie Nouvelle, un projet pilote au Québec, notamment en Gaspésie, améliore l'évaluation des appels 911 via la collaboration entre paramédics et infirmières. Pour les appels non urgents, régulation, une infirmière du 911 évalue et propose des alternatives à l'ambulance. Pour les appels urgents mais non critiques, co-évaluation, les paramédics sur place consultent une infirmière avant de décider du transport. Ce projet vise à réduire les transports ambulanciers non essentiels, optimiser les ressources cruciales en Gaspésie, donner des options aux patients et valoriser la profession de paramédic. Il favorise le dialogue interprofessionnel. L'efficacité dépendra de l'accès aux autres soins, mais les paramédics transporteront toujours un patient s'ils le désirent. Le projet est en phase initiale. Selon Radio Gaspésie, tôt jeudi matin, la garde côtière canadienne a escorté le navire de pêche LKC, qui a subi une avarie majeure. Le patrouilleur NGCC Cap-aux-Meules a été dépêché pour l'opération. Le LKC a pu atteindre le port de Rivière-au-Renard en utilisant ses pompes de cale, sous l'escorte du Cap-aux-Meules prêt à intervenir. Pour une aide potentielle en cas d'évacuation, un avion Hercule et un hélicoptère Cormoran avaient été déployés, mais leur intervention n'a pas été nécessaire. À 11h25, le navire était amarré en sécurité au quai, bien que son arrière soit sous la ligne de flottaison. Il est mentionné que ce n'est pas le premier incident majeur pour le LKC,
qui avait subi une importante intrusion d'eau en 2017 sur la Côte-Nord, un événement ayant fait l'objet d'une enquête du Bureau de la sécurité des transports. Ici, notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.